Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour souligner le lancement des capsules sur la citoyenneté numérique de la boîte à outils numérique de l'UQAM. Vous le savez, le numérique est l'univers de tous les possibles. Il nous donne les outils d'une puissance inestimable pour comprendre, investir et changer le monde. Parce que son potentiel est quasiment illimité, c'est un outil précieux, mais c'est aussi un outil qui peut être dangereux. C'est pourquoi il est essentiel que l'ensemble des citoyennes et des citoyens soient en mesure de le comprendre, de connaître ses forces et ses limites. Par le regard original et avisé qu'elle pose sur le monde, les universités sont toutes désignées pour s'en assurer. Et c'est précisément pour répondre à ce besoin que les 5 capsules que nous lançons aujourd'hui ont été réalisées. Ces capsules nous permettent de réfléchir à différents enjeux de la citoyenneté numérique, qu'il s'agisse du métavers, de Wikipédia, de l'identité numérique, de la désinformation et de la cyberdépendance. C'est également cette volonté de développer la citoyenneté numérique de notre communauté qui anime la boîte à outils numériques, qui héberge les capsules. C'est un autre projet UQAMien, un projet qui vise à faciliter l'apprentissage en ligne de nos étudiantes et nos étudiants et qui leur permet de développer les compétences numériques et citoyennes. Je suis fier de ces projets car ils montrent bien ce que l'UQAM est capable de faire lorsqu'elle met en commun ses forces vives. C'est particulièrement vrai pour les capsules qui sont nées d'une belle collaboration entre nos professeurs qui en a amené leur expertise, notre équipe de la boîte à outils numérique qui a mis à profit son savoir-faire et nos étudiantes et étudiants de l'agence 16-9, mais aussi les diplômés de Comme des filles dont la créativité et le talent sont impressionnants. À toutes et à tous, je tiens à les remercier chaleureusement pour ce magnifique projet. Je donne d'ailleurs maintenant la parole à Marie-Pierre Caron, diplômée au baccalauréat en télévision, directrice de Comme des filles Productions et réalisatrice des capsules qui nous réunissent aujourd'hui. Madame Caron, la parole est à vous. Monsieur Guimond, merci beaucoup. Effectivement, je suis une ancienne étudiante en télévision. J'ai terminé mon baccalauréat en 2008. Donc, je suis très heureuse de revenir ici aujourd'hui pour animer et lancer cette série-là sur la citoyenneté numérique qui, je l'espère, saura vous faire réfléchir sur ce sujet qui est grandement important. Vous avez peut-être vu ici un kiosque du service à la vie étudiante. Donc, il y a Jean-François qui va être là aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller le voir. Il pourra vous répondre. Parmi les sujets mentionnés par M. Guimond plus tôt, il y a celui de la cyberdépendance, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Avant de démarrer la discussion avec les invités que j'ai à côté de moi, j'aimerais savoir à qui on s'adresse aujourd'hui, donc à main levée, qui passe 4 heures ou moins sur ses écrans par jour si on exclut le travail. 4 heures ou moins. Ne soyez pas gênés. On ne pose pas de jugement. OK? On double. 8 heures ou moins. Monsieur Guimond, vous n'êtes pas sûr? Il me semble que vous avez levé votre main avant. Et là, on y va 8 heures ou plus. Est-ce qu'il y en a qui passent vraiment beaucoup de temps sur les écrans? Bon, ça nous donne une idée de à qui on s'adresse si les gens ont été honnêtes avec nous aujourd'hui. Pour contribuer donc à vos stats de temps d'écran, je vous invite à vous tourner vers nos écrans pour visionner la première capsule de la série sur la cyberdépendance. Et après ça, on se retrouve pour notre discussion. Bon visionnement. On est comme obligé d'être sur nos écrans. Quand les relations hors ligne et en ligne, c'est comme 2 mondes complètement différents, là, les personnes ont un peu plus de problèmes. Je vais demander une déconnexion complète de 24 heures de tous les médias électroniques.
La cyberdépendance, c'est une utilisation d'Internet ou des nouvelles technologies qui engendrent des difficultés chez l'utilisateur ou l'utilisatrice, telles qu'un sentiment de détresse, des difficultés au niveau psychologique, social ou professionnel. La distinction entre l'utilisation dite normale et problématique, voire même la cyberdépendance, c'est pas si facile à faire que ça. La santé publique de Montréal a commencé à proposer une norme qui est 4 heures par jour. Donc, quand on est à 4 heures par jour de temps d'écran, la santé publique va parler d'hyperconnectivité. Elle est associée avec plus de problèmes scolaires, plus de problèmes de sommeil, une moins bonne estime. Donc, on commence à voir des méfaits, donc des conséquences. Chez nos cyberdépendants, qu'est-ce qu'on observe? On va être un peu plus sévère que ça. Et donc, on a développé des instruments où est-ce qu'on prend en compte le temps, mais on va regarder aussi beaucoup les conséquences de cette utilisation-là. On a fait une étude pour faire le portrait des jeunes cyberdépendants qui demandaient de l'aide dans les centres de réadaptation en dépendance et on était à 55 heures semaine. Donc, voyez-vous, on n'est pas juste dans une grande utilisation, on est dans une très, très, très grande. Et eux-mêmes vont nous le dire, « Ouais, mais j'y vais une demi-heure, puis j'y passe toute la soirée. » Donc, il y a vraiment comme une perte de contrôle. J'essaie de me mettre des limites, mais je n'y arrive pas. On va parler aussi d'une certaine obsession, c'est-à-dire que j'y passe tout mon temps. Et mes autres activités qui me plaisaient n'ont presque plus de place parce que cette activité-là est devenue centrale dans ma vie. Et très souvent, ce qu'on va observer, c'est que les autres vont commencer à se plaindre de notre utilisation. Donc, des gens qui ont à peu près la même référence que nous, qui trouvent qu'effectivement, c'est plus la même chose parce que l'écran a trop pris de place. Où est-ce qu'on commence à être plus inquiet? C'est quand on va voir des gens qui vont éviter des aspects de leur vie pour rester en ligne. Mes cliniciens vont parler d'un usage compensatoire. Si j'utilise ces écrans-là pour me réfugier et que ce refuge-là nous amène à ne pas développer ce qu'on doit développer pour notre future carrière, futur emploi, ou même pour notre épanouissement, là, on va commencer un peu à s'inquiéter. Nos étudiants universitaires, d'une part, ils sont très critiques par rapport à leur utilisation et plusieurs se sentent coupables. On a fait une étude justement chez les 18-25. Plusieurs avaient l'impression d'avoir un problème et quand on regarde les scores, parce que là, nous, on prend en compte vraiment les conséquences, eh bien, il y en a beaucoup moins qui ont des problèmes. Donc, moi, je dirais à la population étudiante d'avoir un regard, je vous dirais, bienveillant envers eux, mais juste à la fois. Qu'on intègre des pauses et se permettre ces pauses-là est super important. Il y a des moments où est-ce qu'on perd un peu plus le contrôle, il faut le ramener, puis se poser vraiment la question, quelles sont mes pauses et est-ce que j'en fais suffisamment? 7h30 par jour, c'est 52h30 par semaine. 2730 heures par année. En somme, le tiers de mon année. Tiers de mon année, cloué à une chaise, à fixer la lumière bleue, à scroller sur Instagram, à répondre à des messages, à écrire des textes, à écouter des vidéos, à regarder mes photos. 24 heures déconnectées est une idée qui est venue durant la pandémie où j'ai donné le cours à l'école des médias, Introduction aux théories de la communication médiatique. Tout le monde était tout le temps sur Internet, sur les écrans pour tout faire. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux proposer à mon groupe d'étudiantes et d'étudiants pour faire autre chose? Et je me suis dit, le travail final, je vais demander une déconnexion complète de 24 heures de tous les médias électroniques. Donc pas juste les écrans et les réseaux sociaux numériques, mais aussi la télé, incluant Netflix, les jeux vidéo. J'avais vraiment hâte de faire cette expérience-là, puis j'ai fait ça avec ma petite sœur. On a vraiment fait une version assez hardcore, donc j'ai pas écouté de musique. On a essayé de pas utiliser les lumières dans la maison, donc on était avec des petites chandelles. Je me suis permis papier-crayon parce que c'était quand même pour un travail. À l'extrême, là, toi t'es à l'extrême. Je suis quand même allée à l'extrême, ouais, parce que c'est sûr que c'était pas tout le monde. C'était pas obligatoire. Et puis après, je leur ai demandé un récit réflexif sur leur pratique médiatique. Il y avait des super beaux récits, balados, des bandes dessinées, des vidéos tellement bien faits que j'ai dit, il faut qu'on en fasse un projet, il faut qu'on publie ces récits-là avec les personnes qui sont d'accord pour publier. J'ai trouvé ça incroyable de voir à quel point les récits se ressemblaient. Tout le monde a ressenti comme le sentiment de FOMO, de Fear of Missing Out. Je mettais tout le temps de la musique ou je mettais tout le temps la radio en me réveillant. Puis là, j'ai pas pu faire cette petite routine-là qui est tellement comme rendu dans nos vies, qu'on prend pour acquis. C'est aussi dans une perspective de comprendre l'histoire des médias et notre rapport aux technologies. Dans les récits, on trouve je ne savais pas que j'étais aussi dépendante, ce qui était très touchant aussi. Je m'y attendais pas parce que ce n'était pas demandé. C'était vraiment aussi de parler de santé mentale. Finalement, le fait de se déconnecter, ça a rassuré certaines personnes par rapport à leur image de soi. D'où 24 heures déconnectées, c'est vraiment entre parenthèses.
parce que c'est aussi un 24 heures connecté avec soi-même ou peut-être avec des membres de la famille. Et finalement, ça a permis peut-être de dire, c'est super d'être informé, d'échanger, et c'est extrêmement utile, les nouvelles technologies, les médias, mais parfois, ça fait du bien de faire une pause et se reconnecter autrement. C'était donc le premier épisode sur la cyberdépendance. Je vous présente maintenant nos invités pour discuter de cette relation compliquée qu'on peut avoir avec nos écrans. À mes côtés, vous la reconnaissez sans doute, Magali Dufour, professeure au département de psychologie de l'UQAM. Emmanuelle Parent, cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL. Et Alba Taylor-Cape, participante au projet 24 heures déconnectées. Merci à vous trois d'être là aujourd'hui pour discuter de ce sujet important. Emmanuelle, je me tourne vers toi pour commencer parce qu'on ne t'a pas vu dans la capsule. Parle-nous un petit peu plus longuement de la mission de CIEL. Oui, d'abord, merci de nous recevoir, puis félicitations pour la capsule. C'est super bien réalisé. Le contenu est excellent, vraiment. Puis la mission, donc, du CIEL, c'est d'ouvrir une conversation, un peu comme on fait en ce moment, sur les enjeux qui peuvent toucher le bien-être en rapport avec le numérique. Puis là, quelqu'un pourrait dire, mais c'est quoi le motif c'est quoi le besoin qu'on a de discuter des enjeux de bien-être avec le numérique? Bien, c'est de voir qu'au fil des dernières années, le numérique, les outils, les appareils ont une place de plus en plus proéminente dans tous les secteurs de notre vie. Donc, autant, oui, à l'université, pour avoir accès à nos cours, pour déposer peut-être des chèques à la banque, des secteurs qu'on attribue plus sérieux, mais aussi des secteurs super personnels, comme rencontrer l'amour au temps du numérique, quand il y avait un documentaire, en tout cas, bref. Donc, ça touche vraiment notre quotidien de plein de manières. Donc, nous, comment on attaque cette conversation-là? C'est particulièrement avec un atelier d'autodéfense numérique qu'on fait auprès des ados en ce moment de 14 à 17 ans. Et le but de ces ateliers-là, c'est d'avoir une conversation avec les jeunes sur leur utilisation afin qu'il y ait un esprit critique et une conscience de leur utilisation des écrans au quotidien. Avec eux, ils entendent beaucoup de choses, comme que les jeunes sont tout le temps sur leur cell, que les réseaux sociaux, c'est pas bon, mais en même temps, ils ont un nouvel iPad à leur école secondaire. Donc, il peut y avoir des contradictions des fois. Fait que nous, on vient prendre le temps de dire, OK, tout ça est correct. On va démystifier des faits sur le numérique avec vous, puis aussi vous donner les dernières données scientifiques à ce sujet-là pour qu'on puisse se positionner ensemble. Merci, Emmanuelle. On comprend mieux la mission de CIEL maintenant. Je vais démarrer notre discussion avec une citation du cofondateur Alexandre Champagne. Je lisais sur votre site Internet ceci. Tu viens un peu de le dire d'ailleurs. « Je crois encore fermement au pouvoir positif des réseaux sociaux, même si depuis quelques années, nous réalisons leur emprise grandissante sur nos vulnérabilités psychologiques. » Je me tourne vers toi, Magali. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis tout à fait bon. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? On va ouvrir le micro. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. En fait, je pense que tout est dans la nuance, et je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là. On ne veut pas avoir une vision dichotomique de quelque chose est bon ou quelque chose est mal. En fait, c'est comment on peut utiliser tout en se protégeant. Et là, toute la difficulté, c'est de se poser la question, est-ce que moi, je suis vulnérable? Quel est mon niveau, finalement, de risque? Parce que pour certaines personnes, ça va être très, très facile de naviguer, de prendre des précautions, alors que pour d'autres, ils vont avoir un peu plus de difficultés. Et c'est là comment on peut, en tant qu'intervenant, en tant qu'agent de prévention, de peut-être aider ceux qui seraient peut-être un peu plus vulnérables. Mais enfin, on ne peut vraiment pas penser que les réseaux sociaux, un, sont là pour disparaître, ce qui n'est absolument pas le cas, et deux, on en a besoin. Donc, c'est comment les apprivoiser de façon sécuritaire. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de nuance-là.
Tu en as parlé, Emmanuel. Vous mettez beaucoup de l'avant le concept d'intelligence émotionnelle. Parle-moi un peu de ça par rapport à la relation avec les médias sociaux, les écrans. Oui, bien, c'est sûr que là, moi, j'étudie en communication, hein, donc les concepts psychologiques d'intelligence émotionnelle, je suis familière avec ça, mais ma compréhension, en tout cas, qu'on en fait, qui se reflète dans nos activités de prévention, c'est dire comment est-ce que la reconnaissance de certains patterns ou certaines émotions, ou comment je me sens dans un contexte avec les écrans, comment est-ce que ça peut m'aiguiller puis me servir d'information pour de prochaines actions. Donc, si je me sens un peu vidée après avoir défilé sur Instagram pendant un certain nombre de temps, bien, OK, bien, j'en fais quoi de ce sentiment-là de fatigue? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je opère un changement ou est-ce que c'est peut-être dû à d'autres facteurs externes aussi ou peut-être à un contenu que j'ai vu en ligne? Donc, c'est pour moi un effet déclencheur de se poser plein de questions. Puis, ce qui est bien de l'intelligence émotionnelle, je trouve, c'est que ça l'amène une écoute vers soi. Parce que les plateformes, elles, un truc qu'on répète beaucoup aussi avec les jeunes, c'est qu'elles, ils en ont une intelligence, mais une intelligence économique. Donc, les plateformes, là, Meta, Google, ils sont cotés en bourse. Leur objectif, elles sont en compétition entre elles. Hein, on le voit, là, Instagram a des Reels là, qui vont contrer TikTok et tout. Donc, elles veulent notre attention, puis elles sont vraiment bonnes pour attirer puis maintenir notre attention. Donc, on a besoin de cette prise de conscience-là personnelle pour finalement faire face à cet environnement-là qui est super stimulant. En fait, c'est extrêmement important qu'Emmanuel dit. C'est ce qui est important quand on utilise les réseaux sociaux, c'est justement d'être critique envers soi, de se poser la question quel est l'impact pour documenter, pour qu'on puisse dire oups, peut-être que là, ça a un effet indésirable. Mais la conscience de soi, que ce soit par rapport à notre humeur, à nos relations sociales, est extrêmement importante. Ça m'amène à me tourner vers toi. Alba, tu as fait le 24 heures déconnecté. Ça vous a fait faire des prises de conscience, justement, toi et tes collègues. Qu'est-ce que vous avez réalisé pendant ce temps d'arrêt-là? Je pense que le contexte est hyper important. Katharina le mentionnait, la professeure qui nous a demandé de faire ce projet-là. Le contexte pandémique, c'est vraiment, vraiment important parce qu'on était professionnels, éducation, sociale, tout se faisait en ligne. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de le mentionner. Je pense que la prise de conscience, autant chez moi qu'étudiants et étudiantes, c'est fait vraiment au niveau de l'anticipation, drôlement. C'était pas autant dans les récits, c'était plus dans la préparation, dans l'anticipation. Comment je vais faire pour me déconnecter 24 heures? Il va falloir que je dise à mes proches. Il va falloir que je mentionne à ma job. Après, il y a des gens qui pouvaient carrément pas se déconnecter. Si tu travailles en communication, des choses comme ça, c'est très difficile de dire à la job, écoute, j'ai 24 heures où je ne serai pas déconnectée. C'est encore plus difficile de prendre ta fin de semaine où là, tu n'as pas parlé à tes amis, on est en contexte pandémique. Encore une fois, je rappelle, je pense que c'est hyper important. Donc là, on prend toute la fin de semaine, bien, on n'a pas parlé à nos amis, on se sent encore plus comme renfermé sur soi. Je pense que ce que mesdames disaient, c'est hyper important, ce sentiment-là où on se renferme sur soi, on ne se sent pas bien, puis là, on est rattaché au réseau pour toutes ces choses-là. Bien, il y a comme nulle part où aller parce qu'on est obligé d'être sur les réseaux. Donc ça, je pense que c'était la plus grande prise de conscience de tout le monde. Après ça, il y a eu des étudiants qui ont dit, tu sais, j'ai appris plus sur ma famille en 24 heures que toute ma vie. Après, moi, ça, c'était pas ma réalité parce que je pense que je suis pas la plus attachée à mon sel à la base non plus. Vous l'avez entendu dans la vidéo, j'ai fait une version assez hardcore. J'ai décidé vraiment de délaisser tout ce qui était média, ce que je considérais comme média. Excusez-moi, je triche un peu. Donc, vraiment, dès que c'était considéré comme un média, sauf papier-crayon, je le délaissais. Donc, on a essayé de ne pas toucher au four, de ne pas rien faire. Hier, c'est aussi... Là, on va plus loin un peu dans la discussion que la cyberdépendance, mais voilà, je pense qu'on est aussi très dépendant à tous ces outils-là et surtout en contexte pandémique. Dans ce que tu me dis, j'entends la crainte dans la préparation à la déconnexion, le sentiment d'isolement. Les médias sociaux, les écrans nous donnent ce sentiment-là d'être rassemblés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Emmanuel, Magali? Bien, c'est clair que tu fais bien de ramener le contexte de ton 24 heures avec la pandémie. Là. Donc, à ce moment-là, clairement, on était isolés les uns des autres. Hein. C'était même devant la loi, on devait être isolés.
Donc, le numérique, c'est devenu évident pour tout le monde que c'était une courroie de transmission, une extension de nos relations sociales, etc. Après, on peut se demander à l'extérieur du contexte pandémique de confinement, c'est clair que ça nous lie à un public, à nos proches, à notre entourage, mais ça ne nous lie pas juste à notre famille, nos amis, les personnes de notre vie courante, même si, en tout cas, nous, pour travailler avec des ados, la grande majorité de leurs activités de socialisation en ligne, c'est avec leurs proches. C'est pas avec des étrangers, c'est pas avec des inconnus. C'est beaucoup avec les personnes avec qui ils sont à l'école, mais qui n'ont pas pu discuter parce que tu avais un cours de maths, puis là, tu te donnes les derniers potins sur ta date de jeudi. En tout cas, je vous épargne les détails. Mais dans notre vie aussi, les médias sociaux, ça nous permet de nous rassembler, pas juste avec des personnes qu'on connaît, mais avec, des fois, des communautés qui partagent une identité comme nous, qui vont, disons, si vous... on cite souvent, nous, les jeunes de la communauté LGBT, si tu n'as personne dans ta famille qui vit la même réalité que toi, qui a eu à se questionner sur son orientation sexuelle, sur son identité de genre, bien, pouvoir aller s'informer en ligne puis lire des histoires comme la tienne, ben oui, ça te rassemble. C'est rassurant. Ça peut être rassurant, puis tes amis proches, ils ne comprennent pas nécessairement ta réalité, puis Donc, oui, ça nous connecte d'une certaine manière avec les gens. Je pense que c'est indéniable, là, c'est indéniable, oui. En fait, ce qui est très intéressant dans l'expérience qu'ils ont fait, c'est 24 heures, c'est quand même long, hein? En hors ligne, là. Donc là, je me dis, OK, on avait des circonstances, mais ça nous fait peut-être prendre conscience de parfois qu'on va aller dans la facilité dans nos relations. On va texter quelqu'un, peut-être au lieu de le voir. Puis des fois, voir quelqu'un, ça amène d'autres choses et ça fait du bien. En fait, des fois, on va voir, je me dis, cette expérience-là nous amène à voir nos priorités, parfois, notre investissement qu'on fait. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est dire, OK, ça, c'était un très gros investissement, 24 heures. Peut-être que si on avait fait 6 heures ou 8 heures, eh bien, on aurait pu avoir quand même l'aspect social qui nous aurait peut-être fait du bien après. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir une déconnexion aussi grande pour avoir les effets? En tout cas, c'est tous des questionnements qui sont super intéressants. Oui, parce que... Oui, Alba? C'est long parce que dans les médias, la réponse à notre projet, ça a beaucoup été les étudiants chialent, vous avez besoin d'être déconnectés 24 heures, c'est pas si long que ça, et tout ça. Puis ensuite, dans les commentaires, il y a des gens qui répondaient, est-ce que tu as écouté la télé hier soir? Est-ce que tu as écouté les nouvelles? Est-ce qu'en te réveillant ce matin, tu as pris tes textos? Là, oups, ça commence à réfléchir, puis ça remarque que 24 heures, en fait, c'est assez long là, pour être sans les médias. Là, c'est sûr que dans le cadre du projet, on n'était pas obligé de... C'était vraiment juste les réseaux sociaux, l'ordinateur, la télé. Là. Moi, je suis allée un peu plus loin dans l'expérience pour me pousser. Mais l'idée, c'était, comme Katharina le disait, c'était pas de faire des médias une vilaine chose, de dire faut pas y aller. Non, pas du tout. C'était de prendre conscience de ce 24 heures-là, de l'ampleur de ce 24 heures-là et aussi de sa petitesse en même temps. Donc, de remarquer vraiment cette dichotomie-là que mesdames discutaient tantôt. Emmanuel? Puis ce que je trouve intéressant aussi du fait que tu nommes que vous avez décidé d'aller genre super hardcore, puis de même, bon, est-ce qu'on peut couper la lumière, l'électricité? C'est que nous, en tout cas, c'est un parallèle qu'on fait des fois avec les ados quand ils disent, mon Dieu, je suis tellement dépendant à mon cell, je suis vraiment cyberdépendant. Puis il y a une certaine, Magali t'en parlait aussi dans la vidéo, une certaine culpabilité des fois associée à notre utilisation, alors que elle n'est pas nécessairement problématique d'un point de vue individuel. Puis on fait le parallèle avec l'électricité, tu sais, on va dire... oui, OK, tu es stressé si tu manques ton téléphone une journée, mais si tu n'as pas d'électricité pendant une journée, est-ce que tu vas être stressé? Puis là, c'est comme, oui. Est-ce que je continue l'école? Est-ce qu'il va y avoir du chauffage l'hiver? Est-ce que je vais avoir froid? Est-ce que toute la bouffe va fermer va pas fermer, là, excusez. Mais est-ce que la nourriture va pourrir dans le frigo? Tu sais, donc, ça soulève plein d'interrogations. C'est dire, on a une certaine forme de dépendance dans la langue française. On dépend de l'électricité pour fonctionner. Mais après, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin d'une intervention là, à une échelle individuelle. Donc, des fois, rappeler que, la gang, c'est normal qu'on utilise les écrans. On a besoin de ça pour aller à l'école, pour toutes les activités que tu as nommées, que tu avais manquées. On n'est pas obligé de se culpabiliser. Il faut relativiser quand Oui, même. Puis là, on vit dans une société qui est hyper connectée. Tu l'as dit, Alba. Mais quand même, Magali parlait d'usage compensatoire. Quand est-ce qu'on s'inquiète? Quand est-ce qu'on se dit, oh là,
mes relations virtuelles, par exemple, prennent plus de place et je fais de l'évitement. Quand est-ce qu'on dépasse la ligne? En fait, c'est pas toujours facile de savoir qu'on commence à dépasser la limite. Mais quand on commence à refuser des activités, par exemple, parce que là, on veut plutôt être sur ces réseaux, on veut plus s'isoler, ou parce que quand on commence à se réveiller la nuit en pensant qu'est-ce qu'on va poster. Donc, quand ça commence à prendre une place que ça n'avait pas avant, quand on commence à se priver de sommeil parce que, oups, on va être sur l'écran jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, puis le lendemain, on est fatigué, on a de la peine. Donc, quand on voit que là, oups, il y a des activités qu'on ne fait plus, on ne s'entraîne plus, par exemple, on ne va plus au souper avec la famille. Quand on voit ces éléments-là, on peut commencer à s'inquiéter. Notre entourage aussi est très critique de notre utilisation. Parfois avec justesse, parfois moins. Parfois, les parents sont particulièrement critiques, mais ça peut nous aider quand même à regarder, à avoir une sorte de regard critique. Est-ce que je fais moins de sport parce qu'effectivement, je vais être juste sur mes écrans? Est-ce que j'ai réduit même mon temps pour lequel je consacrais à mes études? Est-ce que j'évite d'aller en classe? Donc, quand on commence puis on le sait un peu, là, oups, oui, c'est vrai, hein, je ne fais plus ça parce que je préfère scroller sur mon écran. Donc, c'est vraiment quand on va commencer à avoir certaines conséquences. Puis habituellement, les conséquences vont beaucoup être en lien avec notre travail, nos études et notre santé physique. Bien avant notre humeur, qui, elle, est un peu cachée, parce que pour l'instant, quand on va être là-dessus, ça va peut-être avoir cet effet d'évitement, d'apaisement qu'on aime. Ça fait du bien. Ça peut faire du bien. Je mets mon cerveau à off, je m'en vais sur mon téléphone. Pendant qu'on est dessus, ça peut faire du bien. C'est quand on arrête parfois le problème. C'est-à-dire que là, on peut avoir toute cette humeur parfois en se disant « Ah, je suis moins bon que les autres. » Donc là, c'est parfois quand on arrête que là, on commence à voir, aussi parfois des symptômes un peu presque de sevrage, hein, comme on a vu, de manque en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant parce qu'on a un peu de manque, là, mais il y a quand même un élément où est-ce qu'on est habitué d'avoir plein de likes d'une journée, de se faire dire qu'on est bon, d'avoir « wow, je t'aime », donc d'avoir des bons commentaires. Il y a cet aspect-là là, qui fait que peut-être on va y aller plus longtemps qu'on souhaiterait. Donc, prendre des pauses, on disait, puis souvent avoir un regard sur nos pratiques finalement pour s'analyser, souvent se remettre peut-être en question par rapport à notre utilisation. On parle de cyberdépendance. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous vient en tête quand on dit ces mots-là. Moi, personnellement, c'est souvent les gens qui vont faire des jeux en ligne puis qui vont passer des heures. Magali, au tournage, on avait beaucoup parlé de ça. Mais la cyberdépendance, ça va bien plus loin que ça. Quelle forme elle peut prendre? En fait, quand on va parler de cyberdépendance, on va parler de la dépendance à Internet. Et là, on peut avoir à la fois les jeux vidéo, on peut avoir les réseaux sociaux, il peut y avoir un peu de streaming, bien que dans le streaming, c'est-à-dire l'écoute en continu de vidéos, là, que ce soit avec YouTube ou sur Netflix ou peu importe la plateforme, eh bien, celle-là, elle est beaucoup moins documentée. On pourrait aussi avoir pas tant d'heures de jeux vidéo que ça, mais on pourrait regarder, par exemple, sur Twitch, une vingtaine d'heures de jeux vidéo, puis après ça, la personne va jouer un autre 30-35 heures. Fait que là, on accumule tout ça, et c'est là qu'on va voir une certaine perte de contrôle, comme si, par exemple, l'aspect des jeux vidéo allait prendre tout l'aspect des loisirs, mais habituellement peut même empiéter sur d'autres domaines qui sont importants dans la vie de la personne. Fait que c'est pour ça que le gouvernement, le MSSS, a choisi le terme cyberdépendance. Il aurait pu faire d'autres choix. L'Organisation mondiale de la santé a préféré aller vers les jeux vidéo. Mais l'avantage d'avoir une notion peut-être un peu plus globale, un peu comme une sorte de parapluie, ce qui est intéressant, c'est de dire que s'il y a d'autres applications qui émergent dans les prochaines années, parce que c'est sûr que ça va changer, eh bien, qu'on soit capable de dire, OK, peut-être, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que cette application-là a été créée pour amener cette perte de contrôle-là qui, elle, peut amener des conséquences? Donc, ça nous permet de, à la fois, regarder la stimulation qui peut venir de plusieurs types d'applications, puis à la fois de quand même se concentrer sur une ou deux. Et pour l'instant, là, quand on va parler de cyber, on va plus regarder jeux vidéo ou réseaux sociaux, les autres étant plutôt minoritaires. Et Emmanuel, qu'est-ce que vous voyez, par exemple, chez les adolescents que vous rencontrez dans vos ateliers?
Oui, bien, je pense que la notion de contrôle, c'en est une qui ressort beaucoup, en tout cas dans nos discussions quand on parle de ça, à savoir que les jeunes, ils notent souvent que des fois, c'est difficile de décrocher de ton écran ou tu es sur des TikTok puis tu n'as pas vu le temps passer, tu t'es dit que tu allais juste regarder quelques émissions sur Netflix puis finalement, pas juste Netflix, peu importe la plateforme, là, mais donc, puis là, finalement, tu en as regardé plus. Donc, il y a cette notion de, OK, bien là, j'ai perdu un peu le contrôle ici, mais, par exemple, ils sont capables de... Bien sûr, il y en a beaucoup qui nous parlent d'initiatives qu'ils font pour reprendre le contrôle. Donc, ils restent quand même très critiques sur leur utilisation. Ils vont nommer des exemples comme... ils vont supprimer TikTok ou certains réseaux sociaux durant la période d'examen. Ils vont donner leur téléphone, le mettre dans une autre pièce, dire à son frère ou sa sœur, là, garde-le, il faut vraiment que j'étudie pour demain. Puis là, ils vont se concentrer ailleurs. Donc, tant que tu gardes nous, on les encourage vers le partage de ces trucs-là qui développent tout individuellement parce que, justement, ça permet de garder le contrôle. Puis lorsqu'on entend des choses, il y avait un jeune, justement, qui nous avait partagé exactement comme tu le nommes, Magali, qui disait, bien, un moment donné, moi, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide parce que j'arrêtais d'aller à mes pratiques de soccer, j'arrêtais d'aller à mon sport pour jouer à mes jeux. J'ai remarqué que là, tu sais, je ne vais pas à mes pratiques, je parle moins à mes amis. Puis je sentais pas que j'étais je savais pas comment, tu sais, ils savaient pas comment reprendre le contrôle. Donc, ce fameux truc-là où tu fermes l'application, donc c'est là que l'aide d'un professionnel peut aider ou juste, bien, dans son cas, je pense que ça s'est réglé avec sa famille. Mais donc là, il y a sans parler de cyberdépendance ou pas, lui, il avait repris le contrôle puis il avait fait un changement dans les habitudes de vie. Donc, nous, en prévention, c'est beaucoup ça qu'on va dire, bien, regarde tes habitudes de vie, ce qui t'amène du bonheur, puis fais beaucoup de ça, puis vois comment les écrans s'insèrent dans, justement, dans les activités que tu fais au quotidien puis qui te rendent heureux, là. Alba? Je pense que ce qui est compliqué aussi avec cette dépendance-là, c'est que, comme on dit depuis tantôt, c'est des outils. Donc, c'est pas comme l'alcool, d'autres dépendances. Le jeu, c'est pas des outils, ces choses-là. C'est des faits de la vie, c'est des circonstances, c'est d'autres choses. Mais là, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour le travail. Puis aussi, ça peut être notre dépendance en même temps. Donc, ça peut être très difficile de s'en défaire quand on est là, l'école, le travail, la vie personnelle. Puis là, tu sais, veut pas, on est quand même dans un certain contexte pandémique. Donc, il faut éviter les contacts d'une façon ou d'une autre. Tu sais, il ne faut pas trop faire des grandes fêtes. Donc, les gens essaient de trouver des alternatives à ça. Et souvent, c'est en ligne. Donc, je pense que cette dépendance-là peut être un peu subtile des fois aussi parce que c'est difficile de mettre le doigt dessus puis dire « Oups, ça fait, de mes 12 heures où j'étais réveillée aujourd'hui, il y en a 9 où j'étais devant un écran. » Des fois, c'est nécessaire, mais c'est quand même une dépendance. Donc, je pense que cette subtilité-là aussi devient très difficile à gérer pour les gens c'est qui vrai, ressentent c'est cette des outils dépendance-là. très importants dans nos vies maintenant, mais encore là, il faut avoir un regard critique sur nos pratiques avec ces outils-là. Ça m'amène à vous parler peut-être plus communication et vie personnelle, parce que le travail, je pense qu'on assume qu'on utilise pas mal tout le monde les écrans. Vie personnelle, si par exemple, moi j'ai des gens là, en milieu de travail que j'entends parler par rapport au retour au travail en présentiel, par exemple, il y a certaines personnes qui sont devenues très, très confortables à rester à la maison, à avoir seulement des communications via des chats, des clavardages et tout ça, et qui ne voient plus personne. Donc ça, c'est quand même une problématique importante de la... Bien, ils ne sont pas nécessairement cyberdépendants, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis une de ces personnes. Je travaille de la maison. Mais t'es venue nous voir, merci, Alba. Oui, bien, tu sais, je sors quand même de chez moi, puis je vais quand même vouloir faire des choses sociales, mais je travaille de la maison, puis j'ai vraiment pris grand plaisir à travailler de la maison. Je trouve que des fois, le milieu de travail, il peut avoir certaines choses comme les petits potins, les gens qui viennent au bureau, jaser, des fois des petits bruits qui peuvent vraiment te déconcentrer. Pour ma part, ça m'aide beaucoup de travailler de la maison. Puis, j'ai pris grand plaisir à faire ça, mais je vois vraiment que ça affecte beaucoup mon temps d'écran. Je suis tout le temps devant l'ordinateur, je suis tout le temps en train de regarder un écran. Puis souvent, après, pour me divertir, ben ça va être quoi? Ça va être les écrans. Fait que ça devient très difficile. Fait que pour ma part, je vis cela. Non, mais moi aussi, ne serait-ce que faire un téléphone. Je vais écrire un courriel. J'ai l'impression que ça passe mieux que d'appeler la personne. Ouais. Mais tu sais, quand on parle, mettons, du télétravail, parfois, on est...
Puis peut-être à tort ou à raison, mais en tout cas, on est rapide à pointer les écrans du doigt, à dire ah, c'est à cause, mettons, des écrans que là, on va travailler plus à la maison, on fuit les relations sociales. Mais quand on regarde une problématique comme ça, par exemple comme le télétravail, bien, il n'y a pas juste les écrans aussi. On pourrait parler du trafic qui est de pire en pire depuis 10 ans, que les routes n'ont jamais été autant congestionnées qu'avant, autant pour Montréal, que là, on entend les traversées de la Rive-Sud, les traversées de ces affaires-là, c'est tout le temps l'enfer. On peut parler aussi de personnes qui ont des rapports d'autorité qui ne leur conviennent pas au travail, qui sentent qu'il y a de la surveillance, peut-être de leur patron, puis qu'à la maison, ils ont une certaine liberté. Donc, c'est pas nécessairement des fois, c'est de creuser un peu plus profondément de oui, les écrans jouent certainement un rôle dans ce genre de dynamique, mais il y a aussi tout un environnement dans lequel ces écrans-là prennent forme qu'il ne faut pas oublier. Les écrans ont le dos large. Puis, tu sais, de plus en nos plus, jours. on est demandé, il faut être productif au travail, il faut répondre rapidement aux courriels. Donc, s'il faut tout le temps être plus productif, bien, le temps de transport, il ne nous tente pas. Dès que tu fermes, tu es tout de suite avec tes enfants, tu es à la famille. Donc, c'est pas juste... il y a aussi notre société de consommation, de productivité qui vient rentrer dans la balance, là. Oui, c'est ça, c'est une roue qui tourne, un cercle vicieux un petit peu, Magali. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la socialisation est importante. Maintenant, comment va-t-on la faire? Il y a des gens un peu plus introvertis, il y en a plus extravertis. Les introvertis vivent assez bien avec être à la maison. Hein. Moi, je vis très bien, alors qu'il y en a d'autres qui sont extravertis, qui trouvent ça extrêmement difficile. Puis là, je me dis, OK, comment on va travailler ça? Et c'est prendre en compte son environnement pour se protéger. Parce que quand on est à la maison, on a tout le temps l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que la socialisation va quand même un peu se faire? Et on le voit avec nos jeunes. Il y a eu quand même un certain retard pour eux dans le développement de la socialisation, surtout pour ceux qui, à l'adolescence, qui entraient dans devoir faire des contacts, pour qui c'était un peu moins facile. On leur a dit, reste chez vous, joue, pas de problème. Mais là, la socialisation est un peu... Ça a complexifié les choses. C'est pas juste l'écran, c'est pas toujours en lien avec la cyberdépendance, mais on sait que pour certains jeunes qui ont de la difficulté de socialisation, c'est sûr que la fuite dans les écrans va les mettre à risque de peut-être surdévelopper leurs compétences et sous-développer leurs relations interpersonnelles hors ligne. Donc oui, ça peut devenir un facteur de risque, mais moi, c'est plus dire, OK, comment s'assurer qu'on garde notre équilibre dans notre vie en raison des écrans où est-ce qu'on est très sollicité. Fait que si j'en fais beaucoup à la maison, est-ce que dans ce cas-là, je vais me dire, bon, bien, je vais me garder au moins 1 heure de socialisation hors écran? Et là, il faut le faire assez régulièrement. C'est un peu comme avec l'alimentation. Quand on commence l'année, on se dit, là, je vais me faire des lunchs, puis ça va être super équilibré. En janvier, clairement, on a comme abusé, on recommence. Avant les vacances. Fait que là, je me dis, bien, c'est un peu dans nos bonnes habitudes de vie de se dire, OK, bien là, qu'est-ce que je vais faire pour, par exemple, l'année scolaire revient, quelles vont être les stratégies, les normes que je vais me mettre, les règles personnelles que je vais me mettre pour pouvoir me protéger et les utiliser à leur plein potentiel sans que ça ait des méfaits, sans que ça ait des conséquences. Donc, pas besoin d'aller à un 24 heures déconnecté, mais comme on se disait tantôt, peut-être qu'à partir de 17 heures le soir, par exemple, on se déconnecte, je sais pas, là, chacun ses trucs. C'est possible parce qu'il y a un certain, Magali, ce que tu dis me fait penser, il y a un certain paradoxe parce qu'on dit que ça nous isole de plus en plus, donc on voit moins de gens, mais en même temps, on n'a jamais été aussi disponible au contact des gens. C'est vrai. Donc, peut-être qu'on voit moins nos collègues de bureau en face à face, mais comme on se fait payer le téléphone par le bureau, il peut nous rejoindre et nous texter à 20h30. Donc là, j'extrapole, c'est pas la réalité de tout le monde. Là. Des fois, c'est plus encadré. Mais donc, il y a quand même cet aspect-là aussi où ça peut être bien de se mettre des limites puis avoir des bonnes habitudes parce qu'on est... Puis ça, on le voit chez les jeunes, il y a une genre de norme. On prend pour acquis que nos amis sont tout le temps disponibles puis peuvent nous répondre assez rapidement durant la journée. Oui, un texto, après 10 minutes, on est inquiet là, si on n'a pas de réponse. Bien voilà. Surtout s'il est vu et non répondu. Ça, c'est stressant. C'est stressant. Mais en fait, et d'où l'importance de cette citoyenneté numérique, parce qu'il faut que les jeunes apprennent que c'est pas parce qu'on a texté quelqu'un qui doit nous répondre obligatoirement. Et plus ils sont jeunes, plus ils ont l'impression, puis ils vont faire 2-3 textos. Ben non, là, les gens ne sont pas collés, puis c'est correct. Comme avec les étudiants, on leur dit, bien, ça prend 48 heures avant que je vous réponde, ou 72 heures. Il faut se donner des normes sociales pour se dire, OK, quels sont les bons délais pour
avant que je renvoie un message que peut-être qui a été oublié ou peut-être qui n'a pas été vu, mais qu'on puisse se donner des normes. Et là, comme la technologie est quand même hyper récente, là, on parle des 20-25 dernières années, c'est très peu pour se dire, OK, quelles sont les normes? Est-ce que j'ai le droit de texter après 20 heures ou après 21 heures? Quand est-ce que je le ferme? J'ai-tu le droit, moi, d'être libre puis de dire, bien, aujourd'hui, je ne l'apporte pas avec moi? Donc, qu'est-ce qu'on se donne comme un peu en tant que société comme norme pour avoir droit à des pauses? Je pense que, Oui, pour ma Alba? part aussi, il y a une certaine inquiétude de, OK, on peut se dire qu'à 18 heures, on ferme le cellulaire, mais après, qu'est-ce qui arrive s'il y a une urgence? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a besoin de me rejoindre? Pour moi, ça a été une grosse partie de ma déconnexion. J'ai laissé mon téléphone ouvert avec le son. Puis pendant les 24 heures, mon téléphone était ouvert avec le son. Mais j'ai dit à tout le monde de ne pas me rejoindre, à part si c'était grave. Comme ça, je savais que si j'entendais le son de mon cell, ça allait être une urgence. Donc ça, c'est important de le mentionner aussi. Je pense que c'est, comme tu dis, c'est notre façon d'être connecté aux gens. On est tout le temps disponible, entre guillemets. Donc, après, si on ferme le cellulaire, ben il peut y avoir des inquiétudes reliées à ça aussi, je pense, une fois qu'on fait notre déconnexion. Puis ça, c'est une autre prise de conscience vraiment importante. On a parlé donc du temps d'écran qu'on a. Une question pour vous, avec les écrans, avec les médias sociaux, surtout, on parle beaucoup d'authenticité. C'est un mot très à la mode. Je me demandais, est-ce qu'on est vraiment la même personne en ligne qu'en réel, qu'en présentiel, selon vous? Grosse question, là. Je pense que en ligne, on est beaucoup dans l'esthétique du curationnisme. Les gens veulent montrer comme un petit musée de la personne, ta persona, l'idéal et tout ça. Je pense que ça dépend des personnes. Je pense qu'on voit beaucoup, un grand engouement pour les influenceurs qui sont très authentiques. Justement, en ce moment, les gens qui parlent avec un gros accent keb, qui montrent ce qu'ils mangent de façon très réaliste. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode en ce moment. Je pense que c'est pour une raison, parce que ça amène un vent de fraîcheur. On regarde ça, on dit « Oh, wow, de l'authenticité en ligne, c'est rare de voir ça. » Donc, moi, je pense que c'est assez rare, mais c'est quelque chose qu'on veut, là. C'est quelque chose qu'on recherche. Je sais que dès que moi, je suis en train de scroller, puis que je m'arrête sur quelqu'un, là, puis que ça se voit là, quand quelqu'un est en train d'être authentique, ça se voit quand quelqu'un est en train de mettre une petite personnalité. Je pense que quand on voit cette authenticité-là, en tant qu'humain, ça fait arrêter, ça fait dire « Ah, wow, je reconnais cette authenticité-là en toi. » Mais en même temps, cette personne-là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Maquillée » de Daphné B. Ça parle beaucoup de ça, puis elle fait quand même le choix de montrer ça. Donc, on montre quand même ce qu'on veut. Oui, bien, je pense que j'ai lu aussi Maquillée, très bon. Aussi, c'était des belles réflexions féministes sur le maquillage, qu'est-ce que ça représente, Absolument. etc. Puis l'authenticité, quelque chose qu'on rappelle souvent, c'est qu'il faut se rappeler que c'est un construit. T'sais. En ce moment, moi, devant vous, est-ce que je suis authentique? Je suis clairement pas pareil que quand je suis le vendredi soir à 21h chez nous sur le sofa. C'est quoi les versions de nous-mêmes qu'on attribue à l'authenticité? Puis, il y a des plateformes qui vont même capitaliser sur cette idée-là, comme tu le notes super bien en marketing, en tout cas, bref, chez les influenceurs, que ça pogne être authentique. Je pense au réseau social Be Real, qui en a fait son titre, où on va te notifier durant la journée de prendre une photo avec la caméra frontale et la caméra de selfie. En tout cas, puis on va le dire si c'est la 3e prise que tu as prise, tu peux pas la modifier avec un filtre, etc. Donc là, on comprend que selon cette application-là, qu'est-ce que ça veut dire authenticité? Ça veut dire la première prise, c'est la bonne, pas de filtre, etc. Mais pour une personne qui décide sur ses réseaux sociaux de montrer un aspect d'elle-même qui est heureux, elle vit des choses joyeuses, elle a envie de le partager, elle met des filtres, elle se maquille. Moi, je suis pas prête à dire que cette personne-là n'est pas authentique. C'est juste que c'est une version d'elle-même qu'elle a choisi de présenter. Donc, ce discours-là sur l'authenticité, il peut être un peu dommageable quand on s'identifie à des personnes qu'on croit authentiques, mais qui, en fait, ont beaucoup travaillé leurs photos, puis nous, on va se comparer d'une certaine manière. Donc, encore une fois, esprit critique, et on le répète, c'est d'assumer que les gens ils ont une certaine réflexion derrière leur... Puis qu'on ne connaît pas tout. Ce n'est qu'une représentation, qu'une image, qu'une vidéo. C'est pas représentatif du quotidien. Pas la vie réelle. Ben, c'est une partie de la vie réelle de cette personne-là.
En fait, c'est exactement ça. On n'a jamais accès à l'ensemble de la personne, que ce soit hors ligne ou en ligne. Il faut garder ça en tête. On a l'impression, on généralise beaucoup, hein, ça. Donc, c'est toute sa vie comme ça. Non, ça, c'est un moment de sa vie qui a peut-être duré 10 minutes, peut-être 2 heures, mais qui a peut-être juste duré 10 minutes. Tout comme quand on est en avant devant une classe ou quand on est étudiant. Je ne vois pas l'ensemble de la personne, je vois la personne qui étudie devant moi, c'est tout. Je ne vois absolument pas qui elle est dans ses loisirs et tout ça. Fait que je trouve que la notion de la personnalité, moi c'est sûr je donne un cours sur la personnalité, mais de l'authenticité est quand même beaucoup plus complexe que ce que les réseaux sociaux nous présentent. Et en terminant, avant de passer aux questions du public, parfois ça dérape pour certaines personnes. Pour nous, pour nos proches, on réalise qu'on passe trop de temps, qu'on fait de l'évitement, tout ça avec les écrans. Qu'est-ce qu'on fait? C'est clair qu'on peut, je pense que tout dépendamment quel âge on a puis quel est notre rôle dans la vie, si on est un parent ou on a quelqu'un, on peut quand même aider la personne à prendre conscience des méfaits, sans être trop critique, mais bien en observant. Une des choses aussi que je pense qu'il est le fun de faire en famille, peu importe qu'on soit avec notre amoureux ou avec des enfants, c'est de se donner des balises. Est-ce qu'on a le droit de prendre son sel n'importe quand? Est-ce qu'on a le droit de le faire lors des repas? À quelle heure on arrête avant de se coucher? Bref, qu'on en parle, mais pas dans des moments de crise. Là. Pas pendant que l'autre, on trouve qu'il exagère et qu'on a juste le goût de se sauter dessus. Là. Non, qu'on en parle à un moment donné, de dire, ben moi, c'est quoi que je pense qu'il devrait être pour qu'on ait une vie agréable et que ça n'empiète pas sur nos relations. Ça, moi, je pense que les deux choses, là, c'est de se donner comme une sorte de cadre et de normes, régulièrement d'en parler, mais pas dans des situations de crise. Et bien entendu, si on pense qu'on a un problème, il y a aussi la ligne Jeux, aide et références, qui aide pour les jeux d'hasard et d'argent, mais maintenant aussi qui va être capable d'aider la personne, du moins, à savoir à quel organisme il peut s'adresser pour avoir une évaluation. Le ciel, est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'on peut se tourner vers vous si on sent qu'on a des problèmes de cyberdépendance, par exemple? Bien, si vous vous tournez vers nous, on va vous tourner vers d'autres ressources, comme Magali vient de citer. On travaille vraiment en prévention. En prévention, c'est ça. Exact. Mais pour les ados, du moins, on rappelle tout le temps la formidable ressource Tel Jeune. Il y a une autre ligne d'écoute, Jeunesse J'écoute, qui est là. Puis même, on le dit souvent, il y a beaucoup de parents aussi qui vont venir à nous pour avoir des conseils, pour se positionner. Mais Tel Jeune a également une ligne parents, puis ils ont beaucoup de réflexions sur les technologies. C'est au cœur de leur intervention aussi. Donc, ouais, ça, c'est une petite ressource qu'on met tout le temps de l'avant. Il y a également pour les parents le site posetonecran.com avec plein d'outils pour les parents qui sont super intéressants. Merci, merci. Et bien, je pense qu'on va aller à nos questions du public. Allons-y. Ça va être écrit sur les écrans qui sont devant nous. Je vous la lis. Comment est-ce qu'on peut profiter des bons côtés des médias sociaux sans se sentir envahi par les mauvais côtés de ces mêmes plateformes? Wow. J'avais vu cette question-là avant, personnellement. Je comprends vraiment qu'est-ce que cette personne-là veut dire. Je suis, par exemple, sur Instagram des comptes qui me disent que la déconnexion, c'est bon. Puis là, ben, ils me le disent 10 fois par jour. Puis là, ben, ça vient que je me sens coupable de ne pas me déconnecter. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut profiter des bons côtés sans tomber dans le mauvais? Je pense que c'est d'en prendre et en laisser. Je pense qu'on donne aussi des trucs un peu depuis le début qui rejoignent cette question-là aussi. Donc, je vais éviter de me répéter, mais pour ma part, je pense que je vis ça avec justement les réseaux sociaux de 24 heures déconnectés que je gère et qu'en même temps, je voudrais être déconnectée. Et que aussi, c'est une page sur la déconnexion. Donc, c'est assez ironique. Donc, ça, je pense que c'est d'en prendre et en laisser, d'être conscient que quand on voit des choses passer, de ne pas les prendre pour du cash, de ne pas les prendre pour la réalité, d'être conscient qu'on est dans un construit. Puis aussi d'être conscient de l'utilité de nos outils. Donc, c'est un marteau, de le prendre comme c'est, de dire, OK, moi, aujourd'hui, je suis sur cette application-là pour venir chercher de l'information, essayer de faire ce que tu es venu faire sur l'application puis de partir. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus se culpabiliser si ensuite tu dis, je vais scroller 5 minutes, puis tu scrolles 30 minutes. On ne va pas non plus commencer à se dire « Oh mon Dieu, je suis une mauvaise personne ». Non, pas du tout. Il faut en prendre et en laisser, je pense.
Ça revient un peu à ce qu'on s'est dit avant. Enfin, moi, j'ajouterais peut-être qu'avant d'aller, par exemple, quand on est, je sais pas, entre deux réunions, après un travail, puis on se dit, OK, je vais aller voir mes réseaux, moi, je prends toujours attention de me dire, OK, combien de temps je vais y aller? Je vais être capable de résister? Je me mets un timer ou pas? Tu sais, de se donner comme un peu de trucs. Et je me donne le droit aussi de me retirer peut-être de suivre des gens qui, en fait, ça ne me fera pas de bien parce que des fois, je vais me dévaloriser. Fait que, tu sais, de se permettre de suivre ceux qui nous font du bien. Et donc, d'avoir d'avoir le droit de dire, ben non, moi, ça ne me convient absolument pas. Puis c'est bien correct, là. Il y a tellement de choses intéressantes qu'on peut regarder. Bien, c'est des comptes de cuisine qui me font plus du bien. Bien, allons-y, ce sera ça. C'est vrai, faire un ménage peut-être de nos médias sociaux. On le présentait comme au printemps, un moment donné, faire le ménage du printemps. Tu sais, au printemps, tu te débarrasses des trucs qui ne servent plus. Là, tu écoutes Marie Kondo, tu sers tous les trucs dans ta maison. Est-ce que ça sparks joy ou pas? Bien, de faire un peu la même chose avec tes abonnements. Donc, puis de tous les réseaux sociaux, là, de vraiment. Puis des fois, le faire avec un ami, ça peut nous rendre, qui regarde nos abonnements, ça peut nous rendre, j'ai juste self-conscious, mais en tout cas, ça peut nous faire prendre conscience de pourquoi tu suis telle personne. Je sais pas. Bien, tu sais, évidemment, on le fait pas avec un ami pour se faire intimider puis avoir de la pression inutile. Non, mais ça peut te des fois, challenger. ça peut être que tu le fais ensemble. De faire ménage de tes abonnements, de ton propre profil aussi. Peut-être qu'il y a des trucs que tu as likés ou que tu as publiés en 2010 que tu n'assumes plus. Fait que d'aller faire ce travail-là. Puis il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter pour le faire, là, parce qu'au fur et à mesure, souvent, on oublie puis on est juste dans le flow puis on défile. Puis un autre sujet dont on parle avec les normes sociales, c'est d'en discuter entre les gens. Parce que si on utilise les réseaux sociaux, puis on sait juste qu'après, on se sent pas bien, mais de parler avec nos amis, toi, c'est quoi, tu vois les points positifs de ça? Toi, c'est quoi les points négatifs que tu trouves? Puis d'avoir une réflexion plus précise sur justement les raisons pourquoi on l'utilise de manière vraiment consciencieuse. Puis parce que les médias sociaux, ça a tellement de bon, ça a tellement démocratisé la parole. Tu sais, quand on parle, on est en pleine campagne électorale, là, mais tu sais, quand on parle d'environnement, il y a des mouvements pour le climat, des manifestations qui ont vu le jour grâce aux médias sociaux qui n'auraient pas été possibles sans ces outils-là de rassemblement. Et même chose pour des mouvements comme Black Lives Matter, MeToo. Donc, quand on se met à discuter en nous, OK, ouais, une chance que ces espaces-là existent, bien après, des fois, on tombe moins juste dans le radical de « oh non, les réseaux sociaux, c'est le démon, c'est juste une perte de temps ». Puis après, bien, individuellement, on adapte notre utilisation. Puis tu me fais penser aussi rapidement, concrètement, les applications ont aussi des timers comme intégrés souvent. Donc moi, j'utilise beaucoup ça de manière concrète, là, un petit truc. Je me mets un petit 20 minutes sur TikTok. OK, c'est ça, mon petit temps pour scroller, voir s'il y a des nouveaux trends. Moi, je travaille en marketing, fait que je suis obligée de le faire. Je vais regarder, c'est mon petit 20 minutes. Je reçois ma notification. C'est hyper concret. Et oups, il faut que je la snooze pour dire non, il faut que je continue. Fait que là, je prends conscience. Ça fait 20 minutes. On ferme l'application. C'est ça. Je vais peut-être adhérer à ce bon truc. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question du public? Plus ou moins? Bien, écoutez, je pense que c'est ce qui va conclure notre discussion d'aujourd'hui. Magali, Emmanuel, Alba, merci beaucoup d'avoir été là. On peut les applaudir, je pense. Merci. Merci. Merci d'avoir contribué à cette réflexion-là. Merci à la gang de la boîte à outils numérique, évidemment, de l'UQAM pour la création de cette belle série, l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Merci finalement aux gens qui sont passés nous voir, à vous qui êtes restés avec nous ce midi. On vous invite évidemment à poursuivre votre réflexion sur la citoyenneté numérique à travers la série de 5 épisodes. C'est à voir sur la chaîne YouTube de la boîte à outils. Également, suivez donc le compte Instagram, c'est Florence ici qui anime ça, numérique.uqam.ca. Je vous laisse avec la bande-annonce complète de la série. Merci d'avoir été avec nous. Bon après-midi. Merci. Quand les relations hors ligne et en ligne, c'est comme deux mondes complètement différents, là, les personnes ont un peu plus de problèmes. On est comme obligé d'être sur nos écrans. Je vais demander une déconnexion complète de 24 heures de tous les médias électroniques. En partageant l'information rapidement, on peut être involontairement des rouages de la désinformation. Je dirais que c'est presque impossible de ne pas avoir d'identité numérique, ne serait-ce que l'adresse courriel. Aussi minime les traces qu'on puisse avoir sur Internet soient-elles en apparence, au final, il va toujours y avoir quand même des informations sur nous. Sur les réseaux coexistent la mort
puis, mettons, les recettes végétaliennes de ta coloc. Wikipédia, c'est utile parce que c'est une synthèse. Donc, quand on veut comprendre les grandes articulations d'un sujet, d'aller consulter l'article Wikipédia, c'est un bon point de départ, mais ça ne devrait pas être un point d'arrivée, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on fait comme expérience en ligne a des effets réels sur nous.